Alternative à l'anesthésie générale, d'abord on peut se poser la question, mais pour quelle chirurgie on peut remplacer une anesthésie générale par une hypnose? Ça paraît quand même assez bizarre. Donc en fait, l'hypnose va être concernée en fait par toutes les chirurgies qui sont dites de surface. Donc il y a par exemple l'ORL, notamment les thyroïdectomies qui sont faites sous hypnose très largement en Belgique par exemple. On a aussi toutes les chirurgies qui sont esthétiques. Donc là, c'est les rhinoplasties, les liftings, les varices. Ça peut aussi être des mammoplasties. Il y a beaucoup de chirurgies gynécologiques qui peuvent être faites sous hypnose aussi, les tumorectomies du sein. Il peut y avoir des ponctions d'ovocytes pour des FIV. Et on peut même faire des IVG sous hypnose, ça se fait. Et des hystéroscopies. En chirurgie urologique, on peut avoir donc les urétéroscopies. En chirurgie vasculaire, on a tout ce qui est intervention par abord artériel, abord veineux, donc tout ce qui est endovasculaire en fait. On peut faire tout ce qui est endoscopie digestive, endoscopie pulmonaire, donc coloscopie, endoscopie haute, gastroscopie, etc. Et qu'est-ce que j'ai pu oublier? Voilà, c'est tout. Et par contre, en Nouvelle-Calédonie, eh bien, on n'utilise évidemment qu'une infime partie de toutes ces possibilités d'utilisation de l'hypnose. En Nouvelle-Calédonie, ponctuellement, il y a eu un petit peu de chirurgie oculaire, donc notamment des chirurgies de cataracte qui ont été faites sous hypnose. Il y a eu un petit peu d'ablation de matériel orthopédique. Et puis, il y a quelques années, des ponctions d'ovocytes, justement pour les FIV, qui ont été faites sous hypnose. Et actuellement, en fait, on ne retrouve plus que de la chirurgie de la face et du cou, donc chirurgie ORL, et chirurgie des saphènes. Donc, en fait, c'est moi qui m'occupe de la chirurgie de la face et du cou, et c'est Marianne qui s'occupe de la chirurgie des saphènes actuellement. Alors, pour parler d'hypnose, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypnose? Eh bien, on va d'abord commencer par se demander qu'est-ce que ce n'est pas. Ce n'est ni rêve, ni sommeil, ni magie. En fait, c'est un état naturel que tous les cerveaux d'êtres humains connaissent. Donc, si vous êtes un être humain, vous pouvez rentrer en état d'hypnose. Et c'est un état de conscience modifiée qu'on peut appeler transe. Et c'est un état en fait d'attention focalisée. Donc notre cerveau a une attention totalement focalisée sur quelque chose qui peut être donc induit, guidé en tout cas par le thérapeute. Et cette focalisation très importante va créer une abstraction sélective de tout le reste. Donc c'est vraiment notre cerveau est très focalisé et on fait abstraction de tout le reste. C'est vraiment l'exemple de l'enfant qui est devant la télé et qui est tellement focalisé par son dessin animé qu'il n'entend pas sa maman qui l'appelle. Cet état permet d'activer et d'amplifier les propres ressources du patient. Et cet état est utilisé en fait comme un outil. Et cet outil va nous permettre de créer en fait une analgésie. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, en fait, si on met quelqu'un qui est en hypnose dans un IRM, on s'aperçoit qu'il y a certaines zones cérébrales qui vont être très fortement activées et d'autres zones qui vont être inhibées. Donc, ça n'a rien à voir avec un état de sommeil ni un état de rêve. C'est une hyperfocalisation de l'attention. En chirurgie, on va attendre une dissociation. Donc en fait, c'est être là et ailleurs en même temps, c'est-à-dire que le corps va être là, bien sûr, il est là en train de se faire opérer, mais l'esprit va être totalement focalisé sur autre chose, il va être complètement ailleurs. Tu veux rajouter quelque chose? Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de l'hypnose en chirurgie? Donc les objectifs de l'hypnose en chirurgie, ça va être bien sûr l'analgésie, c'est-à-dire qu'on va chercher à procurer vraiment une absence de douleur. Ça va être une anxiolyse, on va chercher à procurer la sécurité et la tranquillité. Une distorsion du temps, c'est-à-dire que sur une intervention d'1 heure et demie, ça peut être sympa de se dire « Ah, ça y est, c'est déjà fini ». Et on va évidemment chercher, in fine, la satisfaction du patient.
Donc, ça peut être assez inattendu de se dire que parce qu'on est en hypnose, on va avoir une analgésie. Donc, ça nous paraissait important de faire une petite parenthèse en fait sur la douleur et sur la sensation de la douleur. Donc, une petite définition de la douleur. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. Alors là, je vais laisser la parole à Luc Brun peut-être pour décrire exactement la modulation de la douleur par notre cerveau. Très rapidement. Merci Clairine. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en chirurgie, on crée de la nociception. Et il y a une petite différence entre la nociception et la douleur elle-même, puisque la nociception, c'est en fait une stimulation externe douloureuse qui va être captée par des récepteurs périphériques, qui va arriver, donc le message va arriver dans la moelle épinière, remonter dans la moelle épinière, arriver dans le cerveau et arriver jusqu'au cortex pour avoir une sensation de douleur. Mais comme on peut le voir sur ce schéma un petit peu compliqué, la nociception et la douleur, c'est différent, puisque la douleur, c'est une sensation composite, donc qui est désagréable obligatoirement, mais avec une connotation émotionnelle associée. Tout ça pourquoi? Parce que quand la nociception arrive au niveau du cerveau, il va y avoir une modulation de ce message par tout un tas d'autres zones cérébrales qui correspondent à la zone des émotions, à la zone de la mémoire, à la zone de l'élaboration des comportements, etc. Donc c'est différentes dimensions de la douleur et qui vont pouvoir amplifier ce message douloureux. Et donc à l'hypnose, tout à l'heure tu nous as montré sur la diapo juste avant, que l'hypnose permettait, je ne sais plus, voilà, d'activer certaines zones cérébrales. Et donc, l'hypnose va activer des zones cérébrales qui vont être inhibitrices de tous les mécanismes amplificateurs de la sensation de nociception pour créer une douleur. Et au final, si on inhibe l'amplification du message douloureux, on va créer de l'analgésie. Voilà très rapidement comment fonctionne l'hypnose dans la douleur. Merci Luc pour tes explications très claires. Donc on a vraiment un effet de l'hypnose sur la part émotionnelle de la douleur, c'est-à-dire que quand on est en hypnose, on peut avoir des idées du style ah ben oui, on me fait mal, mais en fait ça n'a aucune importance pour moi. Et on a des effets sur l'intensité de la perception de la douleur, donc ça peut donner du style j'ai un tout petit peu mal, c'est vraiment très supportable, alors qu'on est en train de nous faire quelque chose qui peut être considéré comme très douloureux en temps normal. Et puis on a aussi des effets donc, sur les voies inhibitrices, qui sont en fait une production d'endorphines. En fait, ces effets de l'hypnose sur la part émotionnelle de la douleur et sur l'intensité de la perception de la douleur, ils sont vraiment très importants, ils sont vraiment à ne pas minimiser. Ils sont vraiment très très puissants et en fait c'est ce qui fait que y a des gens qui ont très mal à des endroits où c'est impossible d'avoir mal et c'est aussi ce qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout mal à des moments où on pourrait imaginer qu'ils ont très mal. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment ni magie, ni rêve, ni sommeil. C'est vraiment quelque chose qui est scientifiquement documenté et qu'on voit tous les jours avec Marie-Annick lorsqu'on travaille. C'est vraiment, ça peut être vraiment très impressionnant. Enfin, même pour moi, à tous les jours, je me dis ah ouais, ça marche vraiment bien. Et donc c'est très sympa pour le patient parce que il y a ni médicaments d'anesthésie ni rien et le patient vit les choses vraiment très tranquillement. Donc en pratique, comment on travaille? Alors quand quelqu'un doit se faire opérer d'une intervention et que c'est décidé que ce sera sous hypnose, on va avoir 2 à 3 séances de préparation en fait, de chirurgie au cabinet. Et ces 2 à 3 séances de préparation, elles vont nous servir en fait à créer ce qu'on appelle l'alliance. C'est créer en fait une relation de confiance avec notre patient, qui est très très important dans l'utilisation de l'hypnose. Si votre patient ne vous fait pas confiance, vous ne pourrez pas faire quoi que ce soit pour mettre son cerveau en hypnose. On recueille aussi donc des données qui vont être utiles en fait pour créer la dissociation pendant l'intervention.
Et puis, pour la patiente, pour le patient, ces 2 à 3 séances vont servir en fait à découvrir l'hypnose et à découvrir les effets de l'hypnose. On va faire des tests notamment de douleur pour qu'il se rende bien compte qu'effectivement, quand il est sous hypnose, il n'a pas mal. Et puis, moi, je sais que je fais aussi un travail sur l'anxiété en fait en préopératoire pour qu'il puisse arriver au bloc opératoire dans les meilleures conditions et qu'il soit très calme et très tranquille. Alors, quand il y a une intervention qui est décidée sous hypnose, on ne va pas faire de consultation d'anesthésie. Donc, le patient n'aura pas de perfusion pendant l'intervention. Le patient n'aura pas de prémédication anxiolytique. Cette personne sera hospitalisée en ambulatoire, donc rentrera le matin et repartira l'après-midi après son intervention. Et nous, en fait, on va accompagner le patient, bien sûr, pendant tout le temps de la chirurgie, pendant tout le temps du bloc opératoire. Alors, un retour d'expérience en ce qui me concerne. Donc, moi, je fais la chirurgie de la face et du cou avec le docteur Nguyen. Donc, le docteur Nguyen fait les liftings cervico-faciaux sous hypnose. Donc, c'est des liftings qui sont plus ou moins associés donc, à une intervention sur les paupières inférieures, supérieures, plus ou moins associés au corset sous-mental pour retendre la peau du cou, et plus ou moins associés à une liposuction aussi éventuellement sous-mentale pour les gens qui ont de la graisse sous le menton. Et puis, c'est arrivé aussi qu'on fasse des rhinoplasties sous hypnose et des oreilles décollées. Donc, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, la technique chirurgicale est exactement la même sous hypnose ou sous anesthésie générale. La seule différence, c'est que lorsqu'il va injecter ces 200 ml d'infiltration de chaque côté du visage, il va le faire en une seule fois au tout début de la chirurgie, des 2 côtés sous hypnose, alors que quand il fait sous anesthésie générale, quelquefois, il le fait d'abord à droite et ensuite à gauche. En fait, il va être obligé d'infiltrer, quoi qu'il arrive, parce que ça l'aide pour sa chirurgie. Et donc, bien sûr, il met des anesthésiques locaux dans son infiltration, et ce qui permet aussi d'avoir une meilleure analgésie après l'opération. Alors, l'installation, elle est comme ça. Donc, moi, je n'ai pas accès à la tête. Je suis vraiment presque au pied du patient. Je suis en contact avec sa main. Et donc, c'est le chirurgien, bien sûr, qui a accès à la tête avec l'infirmière de bloc. Donc, en fait, la personne est hospitalisée en chirurgie ambulatoire. Au moment où elle arrive dans la chambre, moi, ça m'arrive de faire quelques exercices de préparation si jamais elle est encore anxieuse. Ensuite, on va l'installer en salle d'intervention et puis on fait l'induction donc de l'hypnose. Et ensuite, la chirurgie commence comme si c'était sous anesthésie générale, donc c'est-à-dire qu'il y a un badigeon du visage, etc., avec un champage. Donc moi, j'ai pas accès à la tête, j'ai pas accès aux yeux, j'ai pas accès à la couleur du visage. J'ai un accès difficile au mouvement respiratoire à cause des chants. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours très aisé pour moi en fait, d'autant plus qu'il y a aussi un risque d'oreilles bouchées par des éventuels écoulements de bétadine ou de sang dans les oreilles. Et donc c'est pour ça aussi que je suis en contact permanent avec la main du patient et que je lui prends aussi une fréquence cardiaque en fait à l'aide du saturomètre pour avoir une idée en fait de son état de relaxation. Voilà. Sur cette photo, elle est à 47 de fréquence cardiaque, je suis assez sereine. Voilà la chirurgie. Donc là, on a un abord à gauche du corset sous-mental. Et puis, juste à droite, donc, on a la chirurgie d'un lifting classique. Donc, vous voyez bien que c'est une chirurgie ouverte, qui a des tirages. Vous voyez le risque d'écoulement dans les oreilles. Vous voyez qu'il y a une forte luminosité. Et vous pouvez voir aussi que en fait, ça saigne très très peu. Ça saigne beaucoup moins sous hypnose que sous anesthésie générale. Le seul problème, c'est qu'il faut que l'équipe chirurgicale soit calme. Il faut qu'ils chuchotent. Et moi, je mets de la musique, en fait, cette musique qui a été mise pendant les séances de préparation, parce qu'en fait, je conditionne un petit peu l'hypnose de la personne sur la musique. Donc voilà, il y a quelques conditions à respecter quand même pour que l'hypnose soit possible pour faire ce genre de chirurgie. En tout cas, le docteur Johan Nguyen est très satisfait de cette technique
justement parce que ça saigne beaucoup moins, donc ça lui facilite la chirurgie. Il n'y a pas des tuyaux partout, donc ça aussi il est plutôt content. Et surtout, les patientes sont très très satisfaites. Elles n'ont pas d'hématome, parce qu'ils seraient liés au saignement justement. Il ne met pas de redons. Elles n'ont pas d'hématome, elles n'ont même pas d'échymose, donc elles ont des suites, en fait, des cicatrisations très rapides et des suites beaucoup plus simples qu'avec une anesthésie générale. Donc le docteur Nguyen, maintenant, depuis le début de l'année, en fait, il a fait 85% de ses liftings sous hypnose. Alors ça, on va y revenir après. Donc moi, j'ai voulu faire une petite enquête de satisfaction quand même pour être sûre que mes patients étaient satisfaits de ce service qui leur était proposé. Donc je leur ai demandé s'ils avaient trouvé leur intervention longue pour savoir s'il y avait eu une distorsion du temps quand même assez intéressante. Donc la plupart plus de la moitié des patients m'ont répondu qu'ils n'avaient pas trouvé leur intervention longue. Une autre partie ne s'était même pas posé la question en fait. Voilà, les liftings, on est sur une chirurgie d'1h30 à 2 heures. Je leur ai demandé s'ils avaient ressenti de la douleur pendant l'intervention. Alors là, on a des résultats quand même qui sont assez hétérogènes. Simplement, je voudrais attirer votre attention sur donc, les 4 personnes qui n'ont absolument pas ressenti de douleur du tout. Et sinon, vous voyez qu'il y a plein d'autres personnes sur les 18 patients qui ont été interrogés qui sont de la douleur de 1 jusqu'à 8. Donc ça peut paraître assez peu satisfaisant. Et donc j'ai eu besoin en fait, d'en savoir beaucoup plus sur leur ressenti de leur douleur. Donc pendant combien de temps ils ont eu mal ? Mais en fait, ça s'est résumé à quelques secondes simplement. Il y a une seule personne qui m'a dit qu'elle avait eu mal à niveau 4 pendant quelques minutes. Et donc, quand je leur ai demandé à quel moment, eh bien, toutes les personnes me décrivent des moments douloureux, donc de quelques instants, en fait, sur la fin de la chirurgie. En fait, ce sont des moments où les patients sont un petit peu moins focalisés, parce que c'est la fin de la chirurgie, parce que ça fait 1h30 qu'ils sont focalisés. Et c'est des moments, en fait, qui sont liés à une insuffisance de l'anesthésie locale en fait, qui a été injectée en début d'intervention. Mais sur tous ces patients, il y a une seule personne en fait, qui m'a parlé de douleurs pendant les injections qui sont au début de chirurgie. Et pourtant, c'est à cause de ces injections qui sont faites en début de chirurgie qu'on fait une anesthésie générale sur une anesthésie normale. Donc ce sont vraiment bien les injections qui sont douloureuses et pourtant quasiment personne ne me parle de ces injections douloureuses. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Voilà, et excuse-moi, je voulais juste revenir sur la satisfaction globale. En fait, je ne vous l'ai pas dit, excusez-moi. C'était donc une petite enquête de satisfaction qui a concerné 18 patients du mois de juin au mois d'août 2020. Et donc, cette diapositive, j'ai demandé s'ils étaient satisfaits d'une manière globale de l'hypnose. Donc, la majorité des patients sont très satisfaits. Une autre partie est plutôt satisfaite. Et tous recommanderaient l'hypnose à leurs proches si d'autres personnes de leur entourage devaient avoir ce même genre d'intervention. Voilà, j'en ai fini avec ma petite enquête de satisfaction. Je vais laisser la parole à Marie-Annick. Merci. Bonjour, c'est bon, là vous m'entendez ? Oui ? Donc moi je suis Marie-Annick, pareil, je suis infirmière anesthésiste comme Claire-Lynne. J'étais formée à l'hypnose depuis 2011 et je travaille avec le docteur Jean-Baptiste Viguier qui est angiologue. Je travaille à la clinique Quindumania. Donc en fait, le docteur Viguier m'a demandé d'intervenir sur ces interventions. Voilà. Sur ces interventions, donc 2 types d'interventions, l'ablation thermique. Qu'est-ce qu'une ablation thermique ? En fait, elle consiste à léser par la chaleur l'endothélium et la média de la paroi veineuse, ce qui entraîne en fait une réduction du diamètre de la veine et entraîne ensuite une occlusion et puis une fibrose de cette veine-là. Donc, ensuite, des phlébectomies. Donc, phlébectomie, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, le but est d'enlever une veine avec un crochet
On ne peut le faire que sur des veines superficielles. Ça peut être des veines unilatérales ou des veines unilatérales ou bilatérales pour l'intervention. Je vais faire vite parce que je vois que ça tourne. Donc la préparation, eh bien, donc, nous sommes dans un bloc opératoire, donc tout est bien sûr stérile. Tout est préparé en fait avant, et pendant ce temps-là, moi je m'occupe de mon patient et je commence une transe hypnotique tranquillement en faisant complètement abstraction de ce qui se passe tout autour de lui et le focaliser vraiment sur son lieu sûr qui est agréable. Donc en fait, le docteur Viguier injecte sous pression son anesthésique locale. Donc c'est un mélange de solution de bicarbonate 1,4% avec 10 mg de xylocaïne. Et donc ça permet une dissection naturelle des tissus sans séquelles, et ça apporte aussi en fait une analgésie post-opératoire et surtout qui plaque la veine contre la sonde thermique, et donc du coup ce qui réalise en fait son intervention comme cela. Donc voilà en fait comment cela se présente. Donc on injecte par ce trocar-là cette anesthésique locale à plusieurs points de la varice ou des varices. Et donc c'est ce côté-là qui est le plus douloureux en fait de l'intervention. Voilà, juste un petit... Voilà, et donc il va y avoir ce qu'on appelle une tumescence, c'est-à-dire que le liquide froid va rentrer et va protéger les tissus. Il se situe au niveau de la veine traitée et il va entraîner en fait une hyperdilatation qui va faire que ça empêche cette brûlure cutanée. Mais ça reste aussi un petit peu chaud pour le patient. Donc voilà, vous avez un petit peu cette dilatation. Comme vous pouvez entendre, il y a du bruit en salle. Et donc, il va falloir prendre ce bruit-là et s'en servir pour garder ce patient en hypnose et avoir des détails de la prise en charge de ce patient pour justement le focaliser sur autre chose que sur les bruits de la salle d'intervention. Donc, en fait, eh bien, pourquoi l'hypnose est le potentialisateur de l'anesthésie locale? Eh bien, donc, comme je vous l'ai dit, moi, je commence ma prise en charge hypnotique avant l'anesthésie locale. Il y a toute l'intervention qui a lieu. Et pourquoi c'est justement une alternative? Eh bien, parce que on pourrait faire cette intervention-là en loco-régional, donc par exemple une rachianesthésie, ou une sédation, ou une anesthésie générale. Et donc, ces trois méthodes-là se font, mais obligent en fait aux patients de recevoir des anesthésiques locaux. Une rachianesthésie, c'est quand même aussi un risque. Et surtout, cela va entraîner un coût supplémentaire, en fait, mais surtout une prolongation de l'hospitalisation en ambulatoire. Donc, la proposition, elle est faite au patient par le chirurgien. On lui explique la technique de soins sans les effets indésirables. C'est un choix du patient après cette proposition. La prise en charge du patient lui apportant du confort, de la sécurité, sans les médicaments. Et comme vous a dit Claire-Lynne tout à l'heure, nous procédons à 2-3 prises en charge et séances avant l'intervention en cabinet. Donc, le docteur Viguier, en fait, ses interventions durent entre 30 et 50 minutes. Entre décembre 2019 et août 2020, nous avons procédé à 8 interventions. Le nombre 9 explique que j'ai fait une intervention, une ablation de broche au niveau d'un poignet, dont je ne parle pas aujourd'hui, mais je l'ai inclus dans mon enquête de satisfaction.
Donc contrairement à Claire-Lynne, et ce qui est très confortable pour moi, c'est que je suis à la tête du patient. Donc je peux avoir une communication avec lui. Je peux éventuellement approfondir l'hypnose par une hypnose conversationnelle, ce qui est très confortable pour moi et ce qui est très confortable pour le patient. Et surtout, je peux ressentir des mimiques au niveau du visage qui me permet de savoir et de connaître un petit peu son état émotionnel. Donc le retour d'expérience, eh bien, moi j'ai voulu faire, donc, au niveau de la satisfaction globale, sur mes 9 patients, 2 connaissaient l'hypnose médicale, les autres connaissaient l'hypnose de spectacle, le mesmer, voilà, le spectacle. 6 de ces patients voulaient vivre une expérience. 9 ont perdu complètement la notion du temps, c'est de ce dont Claire-Lynne vous parlait tout à l'heure. 8 ont eu le sentiment d'avoir été transportés ailleurs. Et 8 seraient d'accord pour renouveler l'expérience et pour proposer cette expérience-là à quelqu'un de leur entourage. Nombre, alors là j'ai voulu un petit peu voir comment était le niveau d'anxiété de mes patients avant l'intervention sur une échelle de 0 à 10. Et en fait je me suis rendu compte que qu'un patient avait quand même une anxiété entre 5 et 8 avant l'intervention, qu'un patient avait une anxiété à 8 quand même, et puis par contre, le reste de mes patients, 7 patients avaient une anxiété à 2. Et là, je me suis dit que peut-être, il faudrait, comme vous l'a dit Claire-Lynne, approfondir un petit peu et faire un petit exercice au niveau de l'anxiété avant le bloc opératoire. Parce qu'il manifeste très bien, et il le verbalise très bien, en fait, ce qui m'embête, ce qui m'inquiète, c'est le bloc opératoire. Donc, j'ai voulu aussi voir le niveau de la douleur sur une échelle de 0 à 10 par rapport à mes patients. Donc là, je vous ai expliqué sur le niveau de la douleur. Moi, avec mes patients, je ne parle pas de douleur, je parle de confort. Mais aujourd'hui, je vous dis que sur une échelle de 0 à 10, je leur ai demandé en fait à quel niveau se situait leur douleur en père-opératoire. Et là, en fait, 4 patients ont senti une douleur de 6 à 7, ce qui est quand même assez haut. 2 patients, une douleur de 1 à 2 et 2 patients d'une douleur de 3 à 4. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que le temps de douleur, il a été compris entre 1, 2, 3 secondes. Ça a été vraiment très très court. Et ça, je pense que c'est intéressant. Au niveau de l'anxiété pendant l'intervention, j'ai donc demandé un petit peu quelle était, pour voir un petit peu si sur mon échelle, cette anxiété avait diminué. Et là, on se rend compte qu'une personne vraiment, et je l'ai su pendant toute l'intervention, parce qu'il n'a pas du tout, il a voulu tout contrôler, alors qu'on avait fait des séances où il était en hypnose totale et en hypnose conversationnelle. Par contre, c'était très important pour lui, il parlait, mais il était parti vraiment dans cette hypnose conversationnelle, et ça peut très bien le faire hein, pour une intervention. Et là, ce jour-là, c'est lui qui a une anxiété très forte, et en fait, il aurait voulu qu'on lui dise « je vais vous piquer, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça ». Il n'a pas réussi du tout à se mettre dans sa bulle et à laisser, à lâcher prise. L'autre patient, ça s'est très très bien passé, elle était ravie, et en fait, juste l'insatisfaction de cette personne-là, eh bien en fait, elle a eu des nausées post-opératoires dues au transport par le brancardier de la table d'opération à la chirurgie ambulatoire, qui l'a malmenée parce qu'il y avait des trucs un petit peu partout dans le couloir du bloc opératoire. Il a cogné un petit peu partout. J'étais là, donc je peux le dire. J'avais beau lui dire de faire attention, il était pressé, il était au téléphone. Et du coup, cette personne-là a eu des nausées en arrivant et pendant les transferts des brancards jusqu'à son lit en hospitalisation ambulatoire. Un petit peu dommage quand même.
Voilà, le docteur Viguier n'a pu être présent aujourd'hui et il vous demande de l'excuser. Il est très satisfait de travailler en fait dans ces conditions. Et même si l'hypnose formelle n'est pas complète, ce que je vous disais, même si on utilise vraiment l'hypnose conversationnelle, eh bien, il reste cette hypnose conversationnelle qui permet de travailler dans le calme, dans le confort, dans la sécurité. Et il a en post-opératoire un retour de ses patients qui est très satisfaisant. Donc, en conclusion, en fait, voilà, Claire-Line et moi, nous sommes contente en fait de voir que les patients sont satisfaits. Les avantages, eh bien, il n'y a aucun effet secondaire puisqu'il n'y a pas d'introduction d'anesthésique en intraveineux. On a une diminution du stress et de l'anxiété. On a moins de saignements en post-opératoire et pendant l'intervention. Il y a moins de douleurs post-opératoires et il y a moins de prise dentalgique en post-opératoire. Et puis, bien sûr, c'est un coût moindre puisque la baisse de la durée il y a une baisse de la durée d'hospitalisation qui n'est pas négligeable. L'inconvénient, c'est que du coup, les patients, eh ben, il faut qu'ils soient volontaires, donc il faut les trouver. Il faut aussi que les chirurgiens soient favorables à cette technique opératoire et technique d'hypnose pendant leur intervention. Cela nécessite quand même 2 à 3 séances de préparation en cabinet. Donc pour le patient, il faut qu'il se déplace, voilà. C'est un acte, ces consultations-là ne sont pas remboursées, donc c'est à sa charge. Et puis, par contre, ben voilà, l'inconvénient, c'est qu'il faut que toute l'équipe chirurgicale collabore. Et donc, on a ce MC2, c'est-à-dire du patient, du chirurgien et de l'équipe, avec une motivation, une confiance et une collaboration. Et c'est aussi notre cas, parce que cette motivation-là, eh bien, nous, il faut aussi l'avoir, parce qu'on ne peut pas accompagner un patient si on n'a pas cette motivation-là. Voilà, nous voulions d'abord vous remercier d'être là. Nous remercions Luc Brun, anesthésiste au CLUD, comité de lutte contre la douleur, d'avoir rendu cette présentation possible. Merci aux équipes infirmiers du bloc opératoire de s'adapter en fait à notre pratique. Et puis, en fait, écoutez, cet objectif est le partage d'informations. Et merci, bien sûr, aux chirurgiens de leur confiance par rapport à cette pratique.